Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette 350e rencontre Un endroit où aller, où ce soir j'ai l'immense plaisir, bonheur de recevoir Valérie Tonplong. Bonsoir Valérie. Bonsoir Nathalie et bonsoir à toutes et tous. Alors ce soir je te reçois pour ton dernier roman qui est paru le 14 mars dernier aux éditions de Gallimard qui s'appelle Voltige. Avant de voltiger avec toi, je vais rappeler à nos amis lecteurs qui nous regardent, qui peuvent te poser des questions par écrit. On se fera un plaisir, Frédéric se fera un plaisir de venir te les poser en deuxième partie d'émission. Alors, ça faisait 2, 3 ans qu'on t'avait pas vu. C'est un grand retour en librairie avec un grand roman, Voltige. Je voudrais que tu nous donnes les grandes lignes de ce roman avant qu'on rentre dans les détails. Tu veux dire Oui, le- soit en résumé, soit les grandes thématiques de ce Ah roman. oui, parce que c'est pas du tout la même chose. Bon, l'histoire, elle est, enfin, le départ, le démarrage de l'histoire, il est assez simple. On entre dans une famille à qui tout semble réussir. Elle est formée enfin, d'un couple, Eddie et Nora. Alors lui, il est consultant dans un cabinet de conseil. En fait, il dirige ce cabinet de conseil. Il en est associé, l'associé principal avec un- une autre personne. Donc, il gagne très, très bien sa vie. Et ça lui permet de proposer à sa famille un- une vie donc très, très confortable. Il est marié à Nora. Alors, Nora, c'est une femme qui, dans le passé, était graphiste. Et puis qui a, sur la proposition de son mari, laissé tomber son poste de graphiste pour créer des bijoux. Elle a beaucoup de talent. On l'a déjà arrêtée plusieurs fois dans la rue pour la féliciter, lui demander d'où venaient ces bijoux. Donc, elle a désormais son atelier. Et puis, Eddie et Nora ont une fille qui est adolescente. Elle a environ 13 ans lorsqu'on fait sa connaissance dans le livre. Et c'est une jeune fille qui a une particularité, elle est athlète de haut niveau, elle pratique le tumbling, qui est une discipline de gymnastique acrobatique très particulière avec beaucoup d'intensité. Et et donc, cette famille se porte extrêmement bien. Il y a un quatrième personnage qu'on va découvrir dans la suite de l'histoire, qui est l'entraîneur de Lenny, puisque, comme chacun sait, les athlètes de haut niveau sont toujours liés de manière très étroite à leur entraîneur. Et donc, tout ce petit monde fonctionne extrêmement bien jusqu'au jour où Eddie apprend qu'il est complètement ruiné, c'est-à-dire que son associé lui a caché un certain nombre de malversations ou de mauvaises décisions. En tout cas, le cabinet est en faillite. Il n'a plus rien. Et pour lui, cette nouvelle-là est terrible parce que c'est vraiment, enfin, c'est toute sa vie, c'est toute son identité. Je pense qu'on sera amené à en reparler. Et il entre dans un état de panique tel qu'il va prendre la décision de mentir à sa femme et à sa fille dans l'espoir de trouver une solution, de se refaire, si on peut utiliser cette expression un peu familière. Donc, il ne va pas leur dire la vérité et il va commencer à s'enferrer dans un mensonge. Et ce mensonge, eh bien, peu à peu, va dérégler la famille et ce petit microcosme qu'il formait avec l'entraîneur aussi. Et à mesure que cette famille va se dérégler, eh bien, en parallèle, on va aussi voir leur environnement se dérégler, le climat se dérégler. Et donc, les thématiques qui ont présidé, puisque tu parlais de thématiques, les thématiques qui ont présidé à l'écriture de ce roman, il y en avait deux principales. La première, justement, c'est cette notion de dérèglement. Alors, donc, dérèglement climatique, environnemental, bien sûr, c'est la première forme du dérèglement à laquelle on pense aujourd'hui, mais pas seulement. C'est aussi le dérèglement social, le dérèglement collectif, le dérèglement auquel on est exposé dans un monde qui est à présent en évolution constante. Et donc avec des repères qui disparaissent, d'autres qui surgissent, d'autres qui se floutent. Et donc ce dérèglement-là impacte chacun d'entre nous, aussi bien dans les relations qu'il a avec autrui que intérieurement. Donc c'était la première grande thématique. Et la deuxième thématique, c'était celle d'une certaine manière de la liberté et du choix de nos vies. J'ai le sentiment, c'est un sujet sur lequel je travaille déjà depuis un certain temps, je l'ai déjà abordé sous des formes très différentes dans d'autres romans. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre nous
euh, euh, construisons des vies sur des fondations biaisées, voire sans fondation, euh, euh, en se soumettant soit à des injonctions sociales ou familiales, c'est-à-dire qu'on va nous dire ce qu'on attend de nous, notre environnement, la société ou notre milieu familial ou social va nous dire ce qu'on doit faire de notre vie. Ou alors parfois, ce ne sont pas des injonctions de cet ordre-là, mais c'est plus des peurs. On va avoir subi ou éprouvé un certain nombre de difficultés, de blessures, souvent dans l'enfance, qui vont nous amener à nous construire, disons, en menant des stratégies d'évitement. C'est-à-dire qu'on va se construire plutôt pour se protéger, pour ne pas revivre certaines choses, pour ne pas revivre certaines situations. Donc, dans les deux cas, eh bien, ce sont des vies qui ne sont pas celles que l'on mérite d'avoir. Donc, c'était ça les thématiques. Voilà l'histoire je dirais, à l'origine et les thématiques. Oui, en fait, il démontre un peu ton livre qu'on n'a pas le contrôle total sur notre vie, qu'un petit grain de sable peut venir tout casser, quoi, en fait. Ben, forcément, quand on se construit, non pas sur des aspirations profondes, sur notre être profond, mais qu'on se construit en fonction finalement de paramètres qui ne nous appartiennent pas, effectivement, quand quelque chose vient bousculer tout ça, eh bien, on s'effondre et c'est ce qui va arriver dès le départ à Eddie lorsqu'il va apprendre sa ruine. Alors, il est né comment ce livre? C'était quoi l'inspiration principale? Bon, tu viens d'en développer les thématiques, mais il est né comment? Et c'est un personnage qui est venu te taper sur l'épaule en te disant hop, 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 il faudrait que ça sorte. Comment ça s'est passé? Bah, c'est difficile à expliquer en fait parce que c'est d'abord les thématiques qui viennent les premières. Donc il y avait cette obsession de qu'est-ce qu'on fait de nos vies. Il y avait cette question du dérèglement et puis je pense qu'en filigrane il y avait aussi ce sujet des apparences qui me, me, me hante aussi parce que je me rends compte que euh, au-delà de cette forme d'injonction qui nous amène à nous construire et à mener des vies qui ne sont pas les bonnes, si je puis dire, en tout cas les plus justes, au quotidien, on va aussi en permanence faire bonne figure, donner le change, mentir, en fait, mettre en place énormément de stratégies pour sauver les apparences. Alors, parfois, c'est vraiment pour d'excellentes raisons, et on va voir dans le livre que un certain nombre de personnages dans des situations différentes vont s'attacher aux apparences pour protéger les autres, en fait, pour leur épargner aussi de voir ou de vivre leur propre tragédie. Donc parfois c'est pour des bonnes raisons, parfois c'est pour des moins bonnes raisons, c'est-à-dire c'est vraiment guidé par l'ego. En tout cas, c'est pour moi quelque chose de flagrant et qui est quelque chose de... Enfin, c'est un problème. C'est un problème parce qu'on est trop habitué à gérer au quotidien notre apparence sans se poser les bonnes questions et sans regarder la réalité en face, à commencer par nous-mêmes, bien sûr, à nous regarder en face. Donc, il y avait toutes ces idées qui me trottaient beaucoup dans la tête. Et puis, à un moment donné, alors ça, c'est la magie de l'inspiration. Je ne sais pas exactement expliquer comment ça se produit. À un moment donné, les personnages arrivent et c'est vraiment comme voir au loin des silhouettes qui s'approchent. Et je sais déjà qu'on a une famille qui va se constituer. La famille, parce que c'est un microcosme qui est passionnant, hein. C'est comme une petite société finalement dans laquelle on va retrouver des conflits, des rivalités, de l'amour, des attentes. Donc, en fait, tout ce qui fait toute forme de société, de groupe, tout ce qui anime tout groupe social. Et donc, je vais les voir arriver, ces personnages, et puis peu à peu, dès que je vois leur silhouette, je vais m'attacher à essayer de mieux les comprendre. Et je vais passer ensuite beaucoup de temps avec les personnages. J'ai à ce stade, en général, je sais ce dont je veux parler. Je sais je vois apparaître aussi je dirais la trajectoire principale de l'histoire, c'est-à-dire que je sais à un moment donné dans cette histoire
quelque chose de grave va se produire parce que je veux que le chaos survienne pour que chacun puisse se déterminer et se mettre à nu aussi. Donc ça, je le sais, mais je ne vais pas travailler l'histoire de manière très précise, très pointue dans un premier temps. Dans un premier temps, c'est les personnages que je vais travailler et je vais passer beaucoup de temps avec eux, avec chacun d'entre eux, l'un après l'autre. Alors justement, je voudrais qu'on revienne sur ce travail sur les personnages parce que tu fais partie de ces auteurs, il y en a très peu, quoi. J'en connais très peu. Je suis sûre que si tu étais au restaurant avec un de tes personnages, tu serais capable de lui commander son repas. Tu connais par cœur, on a l'impression qu'ils sont avec toi, qu'ils vivent avec toi, que tu les as... comment tu les façonnes, ces personnages? Parce que c'est quand même exceptionnel. Même nous, tu les décris tellement bien, et ça c'est ton écriture qui fait ça, ces descriptions, qu'on a l'impression, nous aussi, de les connaître. Alors, c'est un travail, oui, très important et dense. Donc, comme je le disais, je passe beaucoup de temps avec eux de plusieurs manières. C'est-à-dire d'abord, dans mon quotidien, je les ai effectivement toujours avec moi. Et donc, dans toutes les situations que je traverse, des plus banales, comme je ne sais pas, moi, faire des courses, décider de ce que je vais manger ce soir, de ce que je vais préparer à dîner, ou face à une nouvelle que j'entends qui va être très perturbante, qui va peut-être concerner le monde, je vais aussitôt m'interroger sur. Je vais me demander, mais que pensent mes personnages? Bon, comment. Donc, il y a ce côté de vie quotidienne que je vais poursuivre pendant des semaines, voire des mois avec ces personnages, en les interrogeant sans cesse. Mais avant d'en arriver là, je me suis posée avec chacun d'entre eux et je l'ai interrogé. Vraiment, j'ai mené une enquête et je sais effectivement tout d'eux. Je sais exactement où ils ont grandi, à quoi ressemblait le lieu dans lequel ils ont grandi, qui sont leurs parents, leurs grands-parents, est-ce qu'ils ont des frères, des sœurs, quelles ont été leurs relations, qu'est-ce qui les a marqués lorsqu'ils étaient enfants ou qui les a blessés, qu'est-ce qui les a au contraire portés. Donc, j'ai beaucoup de caractéristiques qui me viennent et que j'enregistre d'une certaine façon, puisque je prends assez peu de notes en fait, mais tout ça reste en moi. Et donc, je sais effectivement tout comme je pourrais, en tout cas, tout ce qu'on peut savoir de quelqu'un avec qui on vit. Et bien entendu, on ne va pas retrouver tous ces détails dans le livre, puisque là, ça n'aurait pas de sens et ce serait, donc ça noirait le propos. Mais je pense que c'est ce travail-là qui fait que les personnages vont avoir des comportements cohérents et vont être justes et parler au lecteur. Après, je dirais aussi que je m'attache surtout à utiliser dans l'écriture, donc vraiment lorsque je suis dans le fil de l'écriture et que j'avance dans mon récit, je vais donner très peu d'indications physiques. Sauf, enfin, j'en donne. Alors, bon, je dis ça, jusqu'à présent, c'est ce que j'ai fait. Je ne dis pas que je le ferai toujours, mais en tout cas, jusqu'à présent, j'ai fonctionné comme ça. J'en donne lorsque ça a un sens. Dans ce livre, au début du livre, je donne quelques indications sur Eddie et sur son frère. Parce qu'il est important dans l'histoire qu'Eddie ressemble non pas à son père, mais à sa mère. Alors que c'est un homme qui est très qui a été très proche de son père, qui a vénéré son père, et en fait, il n'en a aucun trait. Alors qu'il va découvrir qu'il avait un demi-frère caché. Il va le découvrir à la mort de son père. Bon, ça, on l'apprend dans les toutes premières pages du livre, donc je ne dévoile rien pour les lecteurs qui n'ont pas encore ouvert le livre. Mais en tout cas, là, cette apparence physique, elle a un sens, puisque pour lui, ça va ajouter au tragique, c'est-à-dire qu'il va apprendre non seulement que son père l'a trahi, enfin, d'une certaine façon, hein, puisqu'il ne lui a pas dit la vérité, alors que c'est devenu un homme. On a peut-être pu entendre qu'il cache la vérité lorsqu'il était enfant pour X ou Y raison, mais là, jusqu'à sa mort, il n'a rien dit. Et il y a cette histoire de ressemblance qui va ajouter une dimension et une profondeur à ce qui est vécu. Mais quand je parle de Nora, par exemple, eh bien, je ne vais donner pratiquement aucune
description, je vais surtout laisser entendre au lecteur elle est belle, mais qu'est-ce que la beauté? Est-ce que pour moi, une belle femme est la même personne que pour toi, Nathalie, une belle femme ou pour mon voisin? Probablement pas. Et donc, est-ce qu'elle est brune? Est-ce qu'elle est noire? Est-ce qu'elle est petite? Voilà, peu importe, c'est une femme qui dégage quelque chose physiquement. Donc, je vais faire très attention aussi à donner des indications qui sont plus des indications intérieures pour que le lecteur puisse s'identifier ou se projeter dans un personnage parce qu'il ressent et comprend ce que ce personnage vit et ses réactions, mais pas tellement parce que physiquement il pourrait lui ressembler. Non, c'est pas ça c'est pas ça que je travaille du tout. Alors, c'est un texte quand même qui est sombre, mais à la fois très lumineux. Ça aussi, c'est un fil rouge quasiment dans tous dans tous tes romans. Et moi, je voudrais revenir sur l'écriture, parce que moi, je connais bien ton écriture. Et là, il s'est passé quelque chose dans l'écriture qui a encore pris de l'ampleur, mais surtout dans les descriptions. Là, justement, tu viens de donner des petits indices. On n'avait pas ce que j'appelle moi l'écriture sensitive, c'est-à-dire qu'on ressent les choses. Par exemple, tu parles de dérèglement climatique. Tu nous mets en tension avec tes descriptions parce qu'on la sent, on sent arriver un truc. On ne sait pas trop quoi, mais plus on avance, alors ça, il y a la rythmique aussi, parce que tu es le maître, le chef d'orchestre parfait de la partition, c'est-à-dire que tu fais des temps de pause, tu t'accélères. Il n'y avait pas ça dans ton écriture avant, et moi je l'ai ressenti, et ça m'a. Mais alors je me suis dit, mais ça y est, on y est, on a quelque chose qui apporte beaucoup au texte et à l'aspect littéraire de ce texte. Comment tu as fait pour travailler ça justement? J'ai beaucoup travaillé sur la suggestion, donc effectivement, j'essaie de je ne montre pas des choses, enfin, je les montre pas du doigt, je ne flèche pas le chemin pour le lecteur, mais je vais ajouter des détails en veillant à ce qu'il y ait une forme soit de poésie pour ce qui concerne l'environnement, soit de, euh, enfin, j'allais dire fantastique. C'est pas fantastique, mais au sens que, par exemple, quand on a une ambiance crépusculaire, c'est quelque chose qu'on vit tous, qu'on peut tous vivre, mais ça va nous plonger dans un état d'esprit très particulier. Donc, ce sont ces atmosphères, ces ambiances et ces petits détails que je vais travailler en essayant de travailler beaucoup la langue. Et comme tu le soulignais, je travaille aussi beaucoup la rythmique. Là, c'est très important puisque dans cette histoire, on a une chute et on a un emballement. C'est d'abord un homme qui chute, puis c'est sa famille qui commence à s'effondrer. Enfin, c'est la structure familiale. Et puis, tout peu à peu glisse, mais de plus en plus vite, et tout s'emballe. Donc, ça, c'est important, effectivement, enfin, pour moi, c'était tout l'enjeu, c'était de réussir à tenir mon lecteur en utilisant le rythme pour parfois lui permettre de reprendre son souffle et à d'autres moments, vraiment l'emporter comme un fleuve furieux duquel il ne pourrait pas s'extraire et donc non pas le noyer bien sûr, mais par contre l'envelopper dans certaines atmosphères ou certaines sensations. C'est vraiment un travail des sensations en fait. Voilà, c'est un travail de la sensation. Pour ça, quand je parle de suggestion, c'est travailler sur tout ce que nos sens peuvent éprouver dans une situation donnée, donc aussi bien les odeurs que le toucher, que bien évidemment la vue, l'ouïe, etc. Donc essayer de travailler beaucoup autour de ça, mais évidemment c'est un travail qui doit être subtil pour que ça produise un effet puissant. Donc Vraiment réussi, hein? merci. Donc c'est un travail qui n'est pas simple, qui demande vraiment beaucoup d'attention au choix des mots, au choix de la ponctuation et donc à la musique générale, la tonalité générale qui doit évoluer au fil des pages en fonction de l'histoire. Il y a aussi un gros travail sur la sémantique qui est assez remarquable, je trouve. Mais on sent aussi que tu t'es amusé avec le lecteur parce qu'il y a beaucoup de suspense dans ce livre, il y a beaucoup de Oui. tension. On lit pas tranquille, hein.
comme plus que le précédent, je trouve. Mais ça t'amusait aussi de nous mener, pas en bateau, mais de nous mettre comme ça sous tension avec la nature, avec les personnages qui Alors, semblaient... il y a effectivement il y a cette tension-là et il y a aussi quand tu parles de, ça, de jouer un peu avec le lecteur, mais évidemment pour moi rien n'est superflu et tout a du sens et là ça en a beaucoup. Je dirais que c'est aussi emmener le lecteur sur des fausses pistes. Mais pourquoi? Parce que euh, cette histoire aussi, elle montre comment les uns et les autres parce qu'ils ne communiquent pas assez entre eux, parce qu'ils ne se disent pas les choses, vont tirer des conclusions et vont porter des jugements sur des situations, sur les autres, sur eux-mêmes. Enfin, vont avancer, mais vont avancer sans tous les éléments en main, avec leur vision de qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que la réalité. Et ça, bon, c'est un petit peu le principe du roman choral aussi, hein, puisque c'est une manière de montrer que chacun a sa vérité, que chacun avance euh, avec les éléments qu'il a en main. Mais là, je dirais qu'on va un pas plus loin parce que c'est les éléments qu'il a en main, mais il y a aussi ceux qu'il n'est pas allé chercher. C'est-à-dire qu'il aurait pu avoir en main, mais qu'il n'est pas allé chercher. Et c'est vraiment le cas de tous ces personnages. Eddie ne parle pas à sa femme par ego, par panique, par désarroi, par honte aussi, pour plein de raisons qui sont toutes des mauvaises raisons, mais qui sont liées à son histoire personnelle, à la manière dont il s'est construit. Mais s'il parlait, il verrait les choses différemment. Et chacun de ces personnages va vivre ça. Donc c'est aussi ce qui, pour moi, l'occasion, en tout cas, d'amener le lecteur à se mettre un peu dans cette position-là, pour l'amener sur des fausses pistes puisque effectivement, il y a un suspense important dans le livre. On sait qu'il y aura des dégâts importants qui vont être causés, mais par qui? Pourquoi? Comment? Qui peut s'en sortir? Et ben c'est là que je conduis le lecteur en lui laissant une part de liberté, en lui disant, alors, qu'est-ce que tu en penses maintenant? Et ce lecteur je sais qu'il va aller sur une fausse piste, parce qu'il est comme mes personnages, c'est-à-dire qu'il va suivre la vision d'un des personnages auquel il va s'attacher dans une situation donnée et il va faire une erreur. Donc le personnage se trompe et le lecteur se trompe avec le personnage. Donc oui, c'est une sorte de jeu. Bon, enfin, c'est très intellectuel, mais quand on le lit, je pense que ça ne ça ne se sent pas. C'est simplement c'est une manière. C'est pour ça d'ailleurs que je crois que aussi qu'on a souvent parlé de thriller pour ce livre, qui n'est pas du tout un thriller au sens policier ou au sens voilà, il n'y a pas je ne vais pas te donner trop d'ingrédients mais il n'y a pas les ingrédients forcément habituels des thrillers, mais il y a ce côté presque chacun va devoir mener d'une certaine façon une enquête sur lui-même et sur les autres, alors pas du tout à la manière d'un détective, hein, pas du tout à la manière d'un policier, mais chacun va devoir apprendre à comprendre. Moi, je voudrais qu'on revienne sur un personnage, celui de Lenny. Lenny, c'est la fille donc de Eddie et de Nora. Elle est sportive, sportive de haut niveau. Alors, tu nous auras fait découvrir un sport qui est le tumbling. On va pas revenir dessus. Ils iront chercher ce que c'est ou ils iront acheter ton livre, comme ça ils découvriront ce que c'est. Moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant et brillant avec ce personnage, c'est qu'on a l'impression qu'elle, elle fait un dézoom. C'est elle qui nous. C'est par ce prisme-là, par ce personnage-là, il y a plein d'explications. C'était voulu déjà que ce soit une. Pourquoi une sportive? Pourquoi pour la rigueur d'esprit, pour le décalage avec les parents? C'est quoi Ça, pourquoi? ça lui confère effectivement une maturité particulière, beaucoup de lucidité. En fait, être une sportive de haut niveau, ça fait d'elle quelqu'un qui est, pardon, j'ai un poussière dans la gorge, euh, qui se doit d'être attentive de manière extrême à son environnement. Quand on fait des sauts périlleux sur une piste dynamique, pardon, j'ai vraiment un souci de... Je vais reboire un petit peu.
Ouais, donc c'est de la gymnastique, des figures gymnastiques, j'arrive pas à le dire, sur une piste dynamique, donc qui rebondit. Oui, donc c'est très intense, c'est très spectaculaire, mais c'est aussi dangereux. Et puis tout l'enjeu, c'est de la réception, en fait. C'est donc de retomber ensuite, donc ça dure quelques secondes, hein, et il faut ensuite faire une réception, une belle réception. Et évidemment, c'est très allégorique, puisque pour mes personnages aussi, la vie va les chahuter de manière très puissante, et ils vont devoir trouver le moyen de retomber sans se fracasser. Donc Lénie, le fait d'être une athlète de haut niveau, ça fait qu'elle sait ce que c'est que la douleur, elle sait ce que c'est que la rigueur, elle sait ce que c'est que l'effort. Elle ne triche pas, parce qu'on ne peut pas tricher quand on arrive à son niveau. Donc ça lui donne et surtout, donc comme je le disais, ça lui a aussi appris l'hypervigilance, c'est-à-dire qu'elle est attentive à tout ce qui se passe dans l'environnement. Pour réussir ce genre d'enchaînement très périlleux, il faut avoir la capacité à comprendre tout ce qui se passe dans son environnement et toutes les conséquences, mais en un temps infinitésimal. C'est-à-dire que de manière intuitive, il faut pouvoir analyser une situation, voir d'où vient le danger, et essayer de mesurer les conséquences. Donc, euh, elle est habituée à ça. Elle est habituée à mesurer le changement de l'air, le changement de pression, le changement. Enfin, tout est pour elle matière à comprendre, à analyser et comprendre, mais de manière très rapide. Donc, c'est une jeune fille qui va effectivement faire preuve d'une lucidité euh, assez importante, qui va la première comprendre que quelque chose ne va pas dans l'histoire de son père. C'est évidemment, elle ne sait pas quoi, mais elle se dit que ce père qui est revenu tout d'un coup en disant que bah, finalement, ça serait, enfin, il passait sa vie à travailler donc il vivait en parallèle de sa femme et de sa fille. Que c'était qu'il avait une prise de conscience, qu'il voulait rentrer à la maison, qu'il allait changer complètement de vie. Elle y croit pas. Elle ne, tout ce qui se passe dans l'environnement, elle le voit aussi arriver. Évidemment, c'est une jeune fille qui est de cette génération d'aujourd'hui, qui voit, enfin, voit tous les signaux d'alerte du monde et qui craint d'ailleurs, qui redoute un effondrement. Et donc, Lénie est très emblématique de cette génération-là. Et donc, ça lui donne à la fois une forme de recul, en même temps aussi une anxiété certaine par moment, mais elle ne va pas du tout considérer les situations au ras du sol comme peuvent le faire ses parents. Qu'est-ce que tu voulais transmettre avec ce roman? Je pense que c'était plutôt, enfin, plutôt que transmettre, je voulais vraiment créer un espace de réflexion. Alors en particulier d'ailleurs enfin, à propos de bien sûr de cette quête de liberté qu'on devrait tous avoir pour essayer de s'affranchir de ce qui nous entrave, de ce qui fait que nous ne sommes pas nous-mêmes et que nous vivons donc des vies qui ne sont pas celles qu'on devrait vivre. Bon, ça, bien sûr, il y a cette réflexion-là qu'on peut tous mener, se retourner sur le chemin qu'on a parcouru et se demander si on l'a parcouru pour nous-mêmes, ce chemin, ou on l'a parcouru parce on pensait devoir le parcourir pour répondre à un certain nombre d'attentes qui ne sont pas les nôtres. Donc, ça, c'est un vrai sujet de réflexion, je pense, enfin, qui peut concerner à peu près tout le monde. Il y a cet espace de réflexion autour de cette fracture générationnelle, avec cette génération, celle de Lénie, qui hurle parfois en silence, mais à l'attention des générations plus âgées. Euh, Mobilisez-vous, essayez de comprendre. Là, c'est pas juste des petits phénomènes, c'est ce qui arrive dans le livre, ça commence par des petites choses. Non, là, on va vers quelque chose de plus grave et on peut peut-être encore réorienter la machine, changer l'aiguillage. Et, et, et ça, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur dans le livre.
Lénie dit à un moment donné à son père, mais moi, je ne suis pas sûre que je vivrai jusqu'à 40 ans. Parce qu'évidemment, lui, elle ne vit que par le tumbling. C'est l'espace dans lequel elle se sent extrêmement vivante et surtout protégée de la peur de l'avenir. Puisqu'elle se dit que bah, finalement l'avenir, elle n'est pas sûre d'en avoir. Elle n'est pas certaine. Son père lui parle d'études, de métier, mais elle se dit, mais enfin mes études, enfin quelles études, quel métier, enfin dans 5 ans, on ne sait pas quels métiers existeront encore, ou en fait quels métiers seront gérés par des intelligences artificielles ou par des humains. On ne sait même pas, enfin on voit que les conflits explosent, on voit que les pandémies se multiplient, etc. Donc elle a toutes ces interrogations-là qui font qu'elle a envie de dire à son père, laisse-moi vivre dans l'instant présent, prendre ce qu'il y a à prendre, et toi, ce que tu as à faire, c'est de te mobiliser pour essayer de changer quelque chose. Bon, c'est ce qu'elle aimerait faire. Donc, enfin, c'est ce qu'elle, c'est très synthétiquement, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, bien sûr, mais très synthétiquement, ce qu'elle va ressentir et exprimer dans le livre. Et donc, elle lui dit à un moment donné, mais moi, je ne suis pas sûre de vivre jusqu'à 40 ans. C'est une phrase que j'ai entendue de la bouche de ma propre fille à un moment. Elle me disait, quand on parlait, justement, en tant que maman, j'essayais de parler d'avenir et elle m'a dit ça. J'étais en rencontre il y a assez peu de temps dans l'Est et je raconte cette anecdote. Et là, une dame vient me voir à la fin de la rencontre et me dit, mon fils m'a dit la même chose, mot pour mot. Donc, l'espace de réflexion, il est là. C'est que, bon, c'est un exemple, mais il y en a eu d'autres depuis, bien sûr. Beaucoup de parents sont venus me voir en me disant, on a les mêmes remarques de nos enfants. Au début, on a cru que on a analysé les choses différemment. On a dit, oh, mais ils n'ont pas le sens de l'effort ou ils, ils ne pensent qu'au divertissement. Il y a trop de sollicitations. Enfin, on a trouvé beaucoup de raisons qui n'étaient pas les bonnes, en fait. La vraie raison, c'est le monde a pris une mauvaise direction et donc on a peur. Et donc, on, c'est pour la raison pour laquelle on vit l'instant présent. Et Lénie le vit de manière particulièrement forte grâce au tumbling. Donc ça, c'est un espace de réflexion à avoir parce que je pense que ça peut nous faire réfléchir. On voit dans le livre un certain nombre d'événements qui se produisent dans la faune, la flore, avec le climat, bien sûr. Euh, alors parfois, certains lecteurs m'ont dit, ah mais donc on est à la frontière du fantastique. Et à chaque fois, je me suis amusée à leur répondre, tout ce qui s'est produit dans ce livre s'est produit ou se produit encore dans nos régions, alors soit en Amérique du Nord, soit en Europe. Donc non, en fait, si vous avez l'impression, alors là on le voit en ce moment aux informations, tous les soirs on voit qu'il y a des choses qui se produisent, qui sont bouleversantes et qui touchent énormément de gens en France en particulier. Mais il y a beaucoup d'autres interventions de la nature dans ce livre, et ces interventions-là, aucune de ces interventions n'est le fruit de mon imagination. Ce sont uniquement des événements qui se sont produits, et ça a été un moment important dans mon travail parce que je voulais vraiment que tout soit juste, tout soit vrai. Et il est donc là aussi l'espace de réflexion, c'est de se dire non, non, on ne traverse pas ce livre en se disant oh là là, on frissonne parce qu'il se passe des choses absolument incroyables. Mais non, en fait, c'est pas incroyable, c'est en train de devenir notre quotidien, c'est ce qui va se passer de plus en plus, ce qu'on va vivre de plus en plus fréquemment et donc avec de plus en plus de force. Et donc, bah, asseyons-nous et parlons-en. Là, aujourd'hui, on voit que, bon, pour des raisons qui tiennent au climat géopolitique, enfin, tout ce qui se produit actuellement, le plan, alors je ne sais plus quel nom il porte exactement, mais le plan d'action climatique a encore une fois été reporté. Donc, ça fait plusieurs mois que c'est reporté, reporté, reporté par le gouvernement. Il faut comprendre que les jeunes disent, on se moque de nous, en fait, arrêtez, enfin, vous n'êtes pas sérieux. Vous dites oui, c'est important, mais vous ne faites rien. Bon, voilà, ça, c'est pas transmettre un message, mais c'est dire, asseyons-nous et parlons-en, et surtout montrons aussi à nos enfants ou nos petits-enfants que nous les écoutons et ne les traitons pas avec mépris, comme s'ils n'avaient rien compris, comme si c'était des feignants, comme si c'était... Non, écoutons-les et prenons en compte ce qu'ils disent.
ils ressentent extrêmement bien la modification du monde. C'est quoi ton rapport avec la nature? Parce que la nature était déjà présente dans les guerres intérieures, puisque le personnage féminin avait un rapport particulier avec la nature. C'est quoi ton rapport avec la nature, toi? J'ai besoin de nature, c'est-à-dire que bon, je vis en ville, mais à intervalles réguliers, j'ai besoin vraiment de de sentir la terre sous mes pieds, l'eau autour de moi, le vent, de voir les arbres. J'ai un besoin de forêt. Voilà, donc je suis très... euh, quelque chose qui me manque souvent et qui est très important dans ma vie. Et je pense que, enfin, je fais l'expérience à chaque fois que je retourne à la nature d'une manière ou d'une autre, je fais cette expérience très puissante. Je me reconnecte à quelque chose et je crois que vraiment, c'est c'est quelque chose qui doit fonctionner pour que tout le monde peut expérimenter en fait. Et je pense que ça nous ramène à une forme d'essentiel. Alors, c'est pas... attention, hein, je ne parle pas de le retour à la nature. Non, non, je parle vraiment de marcher dans les campagnes ou s'approcher des animaux ou marcher en montagne aussi. Enfin, aller voir un peu tout ce que la nature nous dit, nous transmet et on reçoit beaucoup. Donc ça, j'ai un rapport, oui, important à la nature et j'aime quand dans mon histoire, j'ai la possibilité de l'inclure. Et j'ai un rapport aussi euh, assez proche aux animaux. Si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on entende la voix de ton écriture et je vais demander à Frédéric de Guelt de lire un passage de ton livre. Bonsoir Merci. Frédéric. Bonsoir à tous. Alors, avant de vous faire entendre le passage, alors je vais vous commencer par le début parce qu'en fait, le début, c'est terrible. On commence et on lâche plus, en fait. Donc, le mieux, c'est de vous faire le début. Et avant de vous lire, j'aimerais dire que ce livre est formidable, que moi, il m'a énormément interpellée parce que c'est un livre extrêmement moderne, euh, pas du tout sombre. Et parce qu'il y a beaucoup d'amour dans cette famille. Et moi, c'est ce qui m'a frappé, c'est comment, à la base, avec un petit mensonge, on peut foutre par terre tout l'amour qu'il y a dans une famille. Parce que souvent, on a des histoires de famille dans lesquelles il n'y a pas cet amour. Et alors, ils sont en train de le chercher, ils sont pleins de manques, etc. Là, il y a plein d'amour, et tout se casse la gueule à cause d'un petit mensonge qui commence comme un petit mensonge. Oui, Alors, voilà comment ça commence. 3 ans plus tôt, Eddie. Les sensations lui reviennent, précises, identiques, en leur puissance à celles expérimentées 15 ans plus tôt. Le souffle aboli, l'effondrement silencieux de son être, du noyau même de ce qui le constituait. Ce mélange massif de stupeur et de haine que seul produit la trahison. Aujourd'hui, dans un bureau situé au 16e étage de la tour étoile, dominant le vide avec lequel il fait soudain corps, un vide sidéral, cosmique, dans lequel il se dissout à mesure que s'enchaînent les explications embarrassées de son associé. Hier, ou plutôt voici 15 ans, dans un salon feutré, meublé d'un Chesterfield vert bouteille, d'un large bureau en acajou et de plusieurs chaises du même bois tapissées de velours doré, où il s'était rendu en compagnie de sa mère pour écouter la lecture du testament. À l'instant où il avait poussé la porte et aperçu ce garçon, élancé et barbu, nettement plus jeune que lui, il avait su. Cette implantation caractéristique des cheveux, cette arcade sourcilière prononcée, cette peau mate, cette légère asymétrie posturale. Il s'était courbé comme un arbre, abattu sous ce coup de hache originel, le plus violent, le plus cruel qu'il recevrait jamais, un coup qui lui ôta ce qu'il conservait d'innocence et pulvérisa l'immense tristesse qu'il ressentait depuis la mort de son père. Ainsi, il avait un frère, du moins une moitié de frère. Ainsi, son père, vénéré, adoré, son père décédé subitement d'une méningite à méningocoque alors qu'il était dans une forme exceptionnelle pour ses 76 ans, courant chaque matin 5 kilomètres, quelle que soit la météo, se targuant d'un cœur et d'une tension de jeune homme, avait engendré, puis soigneusement caché, un autre enfant. Pour lever toute l'ambiguïté, l'avocat avait pris la parole.
Je vous présente Ernest Willström, le fils cadet de feu Monsieur Bauer. Le garçon le dévisageait, vaguement curieux, cherchant de son côté une caractéristique commune avec son frère aîné, mais Eddie tenait de sa mère. De taille moyenne, athlétique, il avait les cheveux blonds foncés et le teint clair. Parmi les réflexions qui se bousculèrent aussitôt en lui, cette comparaison surgit avant tout le reste. Il avait fallu que le fils caché, celui qui n'apparaissait sur aucune photo, dans aucune conversation ni aucun discours, et Dieu sait que Walter Bauer aimait citer sa famille chaque fois qu'il prenait la parole, celui qui existait si peu qu'il n'avait même pas été convié aux obsèques, soit le fidèle troublant, revoltant portrait de son père, quand le fils officiel, consacré depuis sa naissance comme dépositaire des espoirs paternels, celui que l'on avait fêté, encouragé, placé au premier rang de toutes les célébrations, n'en avait hérité aucun trait. La pensée suivante fut la plus terrible. Il était évident qu'Ernest Willström, au contraire d'Eddie, n'était ni surpris ni inquiet. Il était parfaitement au fait de la situation. Il n'avait pas les joues creusées par les larmes comme Eddie, qui n'avait pratiquement pas dormi depuis la mort de son père. Il n'était pas en deuil. À vrai dire, il était soulagé, comme on l'est à l'issue d'une pénible et interminable procédure administrative dont on ne peut brûler les étapes. Son géniteur défunt, il pouvait enfin passer à autre chose. Il ne ressentait aucun manque, aucune douleur, et pas le moindre appétit de revanche. Tout au plus une sorte de mépris teinté d'indifférence. À lui, rien n'avait été dissimulé. Dès qu'il avait été en âge de comprendre ce genre de choses, sa mère lui avait expliqué les conditions de sa conception. Une relation d'un soir qu'elle avait tenté d'éviter et à laquelle elle avait finalement consenti, usée par l'insistance de son patron, et l'accord qui s'était suivi lorsqu'elle avait découvert sa grossesse. À 44 ans, célibataire de longue date, elle pensait n'être jamais mère et voilà que le destin lui offrait ce pari impossible à décliner. Elle avait rassuré Walter, elle n'attendait rien, c'était même l'inverse. Elle ne voulait qu'une chose, l'enfant et la paix, l'indépendance et le contrôle. Elle avait garanti qu'elle n'entrerait jamais en contact avec lui et conserverait le secret à condition qu'il lui rende l'appareil. Il s'était engagé à régler les frais de scolarité et de santé et à léguer à son fils une part bien définie de sa fortune, demandant seulement à choisir le prénom, Ernest. Ainsi, l'enfant avait-il grandi, épanoui, détaché. Lorsqu'on lui demandait où se trouvait son père, il répondait la vérité. Loin, dans une autre ville, à l'autre bout du pays. Sa mère avait pris soin de mettre entre eux le plus grand nombre possible de kilomètres. Tout cela, Eddie l'apprendrait plus tard. Pour l'heure, il devait composer avec la violence de cette révélation. Son père l'avait élevé dans le mensonge, en dépit de la déflagration qui ne manquerait pas de se produire. Il avait eu mille occasions de parler à son fils aîné, mais il avait préféré se taire. Il avait soutenu son regard chaque fois qu'Eddie avait réclamé un frère ou une sœur, répliquant qu'il formait à trois une famille parfaite et qu'il serait hasardeux d'en troubler l'équilibre. Et il avait préparé sa succession avec soin, transférant à sa femme l'essentiel de ses biens et laissant à ses deux fils une somme égale à 6 chiffres. Loretta, justement. Maman, tu étais au courant? Voyons, bien sûr que non, Eddie. Loretta fixait le sol, la tête inclinée, de telle sorte qu'il était impossible de deviner si elle était réellement choquée ou si elle jouait un rôle dans sa tragicomédie. Eddie doutait de tout. Ses parents étaient fusionnels, ils s'aimaient depuis 35 ans avec la même passion. Enfin, c'est ce qu'il avait pensé jusqu'ici. Ils s'étaient souvent disputés, toujours réconciliés. Était-il possible que Walter ait dissimulé un enfant à Loretta? Que savait Eddie, au fond, des lâchetés intimes de son père? Euh, J'aimerais rajouter une petite chose. On vous dit souvent que les page turners sont des livres qui, c'est pas grave s'il n'y a pas de style, etc., parce qu'on tourne les pages. Eh bien, celui-là est l'exemple contraire d'un livre dont on tourne les pages tout le temps, mais qui a vraiment du style. Donc, c'est possible. Et c'est bien comme ça. Et c'est beaucoup plus agréable de tourner les pages et d'être dans le suspense, mais de lire une qualité littéraire qui entérine le propos. Et de là, je passe à la question d'Anne, qui te suit depuis longtemps et qui voudrait savoir à quel âge tu as écrit ton premier roman, publié ou pas. Mon premier roman, c'est une bonne question. Je pense que j'ai commencé par écrire des nouvelles. Bon, j'écrivais depuis
enfin, depuis que je savais écrire, hein. Donc je suis passée par tous les stades du petit poème, du journal intime, etc. Je pense que le premier roman, j'avais une vingtaine d'années. Mais c'était... Bon, il est resté longtemps dans des tiroirs. Et puis ensuite, euh, ce roman a eu un destin un peu particulier parce qu'il a été publié, mais ça n'a pas été mon premier roman publié. Il a été publié en troisième roman. C'est où je suis. D'accord. Donc tu l'as repris après avoir eu l'expérience de 2 romans. Exactement. Ok. Euh, Oh, Anne, il y a quelqu'un, au passage. il y a une Nathalie qui veut savoir. euh, alors, elle t'a suivi depuis l'Atelier des Miracles. Est-ce que les romans se suivent logiquement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe entre les différents romans? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? Bah, il y a quand même des fils parce que ce sont les obsessions. Donc, les obsessions dont je parlais un peu tout à l'heure, euh, les apparences, les injonctions sociales, la fracture sociale, euh, ouais, le déterminisme social, par exemple, sont des éléments qu'on peut retrouver dans plusieurs romans et en particulier depuis l'Atelier des miracles. Où on voit, bon là, dans l'Atelier des miracles, on voit des gens qui justement ne se seraient jamais croisés parce qu'ils vivent dans des milieux qui sont complètement étanches, mais comme il va leur arriver à chacun de ces personnages, il va leur arriver euh, un- une forme de drame, hein, puisque ça démarre comme ça, qui va les précipiter vers le fond, eh bien, ils vont se retrouver au même endroit, un endroit où ils sont censés se réparer, et c'est ainsi ils vont se croiser. Donc déjà là, on voit que on a un certain nombre de gens qui ont des préoccupations, qui sont finalement tous des êtres humains comme vous et moi, et qui ont tout à gagner, qui vont avoir tout à gagner à s'entraider, à se comprendre, à s'écouter. Mais à l'origine, ils ne se regardent pas. Enfin, ils ne sont pas, ils sont dans un environnement dans lequel on reste replié sur soi-même et on ne regarde pas ce qui se passe juste à côté. Donc ça, par exemple, ça fait partie des fils qu'on peut retrouver. Après, il y a un certain nombre de notions que je travaille aussi de manière différente, mais de livre en livre, telles que le courage ou au contraire la lâcheté. Alors, Oui. les guerres intérieures, par exemple, c'est vraiment mettre l'emphase, enfin, c'est un roman qui met l'emphase sur ces notions-là, mais en réalité, on les retrouve un peu partout. Non, pardonnable, pardonnable Donc, aussi, hein. voilà, il y a un certain nombre de... Je pense que ce qui fait finalement le fil rouge, c'est la mécanique humaine, puisque c'est mon terrain d'observation majeur. Et ben, on ne peut pas dire que les livres se répondent ou se suivent parce qu'il n'y a pas de... Ils sont tout à fait autonomes, mais néanmoins, les lecteurs retrouvent, je pense, de livre en livre, retrouvent finalement des échos et des terrains, des territoires dont ils sont déjà familiers, avec des histoires qui sont Mhm. à chaque fois complètement différentes, bien sûr. Ok. Alors Léa, alors ça sent le vécu un peu, je trouve, comme question. Je voudrais savoir si tu as des rituels, si tu écris le matin, combien d'heures par jour. Alors, j'ai absolument pas de rituel. En fait, alors maintenant ils sont grands, mais enfin, j'ai élevé 4 enfants et, et quelques chats aussi. Et ça fait que c'est vraiment difficile d'avoir des rituels. Bon, alors, il y a quelques personnes bénies qui ont un très un besoin de sommeil très réduit arrivent à se dire que bon, ben, moi je vais écrire entre 5 heures et 7 heures du matin, et puis après je préparerai le petit déjeuner des enfants, puis après moi je me mettrai en... Non, c'est... Moi, je fais pas partie de ces gens-là. Malheureusement, j'ai besoin de dormir. Et donc, j'ai passé ma vie d'auteur à chercher des sas et des parenthèses dans lesquelles je pouvais m'extraire de ma vie quotidienne et écrire.
Néanmoins, je dirais aussi que finalement, l'écriture ne cesse jamais. On en parlait tout à l'heure à propos des personnages. C'est-à-dire que même quand je ne suis pas devant mon ordinateur, je travaille en permanence. Quand je suis dans une histoire, j'ai toujours l'histoire en tête. Je sais, j'ai vraiment une partie de moi qui est dans cette histoire. Et parfois, d'ailleurs, c'est assez cocasse parce que je perds parfois pied, d'ailleurs, avec la réalité du moment. Et ça va être un enfant qui va il va me dire, maman, reviens avec nous. Mais donc, pas vraiment de rituel. En revanche, il y a j'ai des nécessités. C'est-à-dire que j'ai besoin, pour écrire, d'être seule. Je ne peux pas écrire dans un train, je ne peux pas écrire à la terrasse d'un café. La proximité d'inconnus, ou de gens connus, d'ailleurs, ça peut être des proches, hein, mais c'est impossible pour moi. J'ai besoin de m'extraire, pas seulement mentalement, mais aussi physiquement. Alors, il y a des auteurs qui arrivent très bien à s'extraire en étant dans un milieu bondé, mais c'est pas mon cas. Ouais, il y a des mères auteurs qui ont remarqué qu'elles sont moins dérangées au milieu de la salle à manger que dans un bureau isolé. Oui, Alors, il y a une remarque de Vanessa qui n'est pas une question, mais c'est un roman qui interroge, donc Voltige, sur le bien fondé de nos choix de vie, des répercussions sur nos proches. Encore un livre magnifique, un grand merci à Valérie. Ça merci valait quand même la Vanessa. peine de raconter. Euh, Est-ce que le livre suivant arrive bien après que celui-là soit publié, pendant que tu es en train de le finir, ou est-ce que tu n'as absolument aucune idée du livre suivant tant que celui-là n'est pas sorti? Non, j'ai besoin Alors, bon, bien sûr, j'ai toujours des idées qui me traversent, des remarques, puisque la vie continue. Et donc, chaque jour, je vais absorber au travers des rencontres que je peux faire, notamment, mais aussi au travers du quotidien, je vais absorber une matière qui est une matière à réflexion et donc une matière à inspiration. Mais je me protège de ça, je laisse les idées me traverser. Bon, parfois, c'est vrai que le soir, quand j'ai du mal à trouver le sommeil, bon, elles sont un peu plus présentes. Mais je considère que le temps qu'un livre est encore tout neuf, tout frais, on l'a mis au monde, on a mis ces personnages au monde, on se doit de les accompagner, de les soutenir. euh, et de soutenir aussi les libraires et les lecteurs, puisque c'est un mouvement circulaire, hein, c'est-à-dire que chacun nourrit l'autre, chacun est le carburant de l'autre. Et donc, j'éprouve vraiment le besoin de consacrer le temps de la sortie, enfin en tout cas quelques semaines ou quelques mois même, à ce livre me gardant d'entrer, d'accéder dans un autre territoire. C'est vraiment des territoires parallèles, des planètes, comme des planètes, c'est comme une constellation, puisque mes anciens livres sont là, mes personnages sont toujours là, je continue à les avoir avec moi. Et de temps en temps, donc, je vais aller me poser sur une planète ou sur une autre. Au moment de la sortie, je reste vraiment, j'ai élu domicile déjà depuis des mois pendant l'écriture avec ces personnages. Je vais rester avec eux jusqu'à ce que je les sente complètement autonomes et que je me sente prête donc à aller vers de nouvelles histoires et que je me sente prête à laisser l'inspiration s'engouffrer, alors que là, je la tiens un petit peu à distance d'une certaine manière. Alors, après avoir dit qu'il y a un grand bonjour à Valérie d'un jeune homme qui te découvre et qui te dévore, apparemment, je suppose que Nathalie va revenir sur ton dernier coup de cœur lecture Oui, et moi je lui j'aimerais rends bien la parole. savoir quel est le conseil lecture de Valérie Tonklong. Ah, alors, euh, dernièrement, enfin très récemment, j'ai vu ressurgir un livre. Alors c'était un entrefilet, bon, que j'ai lu il y a déjà plusieurs années, mais qui fait partie de mon panthéon un peu. En tout cas, ça fait partie des livres qui m'ont énormément marqué. Euh,
Et puis, je me suis dit, ah, c'est vrai que ce livre-là, on n'en a peut-être pas assez parlé. Et en tout cas, il faut continuer à en parler au fil des années, au fil du temps, le garder vivant, et le transmettre parce que c'est plus qu'un livre, c'est une expérience littéraire et une expérience humaine aussi très forte. Très intense. Alors, c'est La maison dans laquelle, c'est un livre de Mariam Petrosian. C'est publié par les éditions Monsieur Toussaint Louverture. Et alors, ce livre-là, c'est un pavé énorme, hein. Alors, il faut être prêt à 1000 pénétrer pages. dans cette maison. Hein. Oui, 900 ou 1000 pages, je ne sais plus. Enfin, c'est C'est très, très... génialissime. Génialissime. Ouais. Alors, l'auteur a mis, je crois, 9 ans à l'écrire, après avoir travaillé pendant très longtemps C'était une artiste, hein, qui travaillait dans l'animation, je crois, dans le film d'animation. Et qui dessinait ces personnages qui vont habiter ce livre. Et donc, elle décrit, elle raconte, ou elle va... Je ne sais même plus quel terme employer, tellement ce livre est un objet à part. On entre dans cette maison, c'est une maison qui est située dans un environnement qui est un peu flou, hein, mais plutôt qui ressemblerait presque à un terrain vague. Enfin, on sait qu'on est dans la ville, mais on ne la voit pas, la ville. On ne voit que la maison dans laquelle on va entrer. Et cette maison-là, elle recueille des enfants et des adolescents, puisque à l'âge de 18 ans, ils devront partir. Et ces enfants et ces adolescents ont tous une caractéristique en commun, même si elles s'expriment très différemment de l'un à l'autre, c'est que ce sont tous des êtres cabossés, fracturés, la plupart du temps physiquement. Donc certains sont en fauteuil roulant, d'autres avancent avec des cannes. Ils vont avoir des particularités donc physiques, parfois mentales et morales, en tout cas, ça c'est certain. Mais ce sont surtout et avant tout des enfants et des adolescents. Et donc, les parents les ont envoyés dans cette maison. On va pas tellement parler des parents. D'ailleurs, on va très peu voir, on va les voir en filigrane, les adultes, les professeurs ou les gens qui tiennent cette maison. En fait, on va pénétrer dans cet univers complètement fantastique où tous les repères vont se brouiller, où ces enfants ont recréé des tribus, ont recréé leurs lois, ont recréé leur mythologie, se sont redonnés une identité. Donc, ils ont tous des noms qui vont les définir, mais qui n'ont rien à voir avec leur nom de naissance. Très vite, on va les voir, enfin, comprendre qu'on pénètre dans un univers, c'est labyrinthique, ou test, je sais pas comment, je sais plus comment on dit, c'est un labyrinthe, hein, mais un labyrinthe d'émerveillement, parce qu'il y a des descriptions qui sont toujours à la frontière de la nuit et du jour, du réel et du rêve. Euh, Il faut le et, lire. Il faut le et lire. il faut le Il faut lire. le C'est lire. pas difficile de le décrire, mais euh, il va y avoir bien sûr Pardon, Valérie, on va des te couper combats. parce qu'on ne veut pas dépasser pour l'émission Ah oui. Bon, pour pouvoir le faire en intégralité. c'est un livre magnifique qui a un destin extraordinaire puisqu'elle l'a fait lire. En fait, elle n'a pas réussi à le publier au début. Je pense que peu de gens voulaient lire 1000 pages d'un auteur inconnu. Elle l'a pas fait lire à des amis qui se le sont transmis. Et puis un jour, quand même, quelqu'un l'a transmis à un éditeur qui s'est dit, mais c'est une merveille. C'est un monde hallucinant. Vous pénétrez, c'est Alice au pays des merveilles. Vous pénétrez dans un univers complètement fou et magnifique. Et donc, ce livre est aujourd'hui euh, a reçu beaucoup de prix. Et elle n'a plus jamais rien écrit, cette auteure, mais voilà, je vous le conseille. La maison dans laquelle. Et moi, je vous conseille Voltige aux éditions Gallimard. Il est sur toutes les tables de librairie. Et ce week-end, allez voir Valérie. Elle sera au Festival du Livre à Vannes. Nous, on se retrouvera lundi à 19 heures avec Frédéric qui recevra Robert Neuberger pour écrire sa mère. Je vous souhaite une belle soirée à toutes et belle vie à Voltige.